Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Donc écoutez, aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude sur le Bitcoin en premier temps avec les ETF, également les actualités, vous savez les articles que je vais vous passer, etc. Donc toujours, avant même de commencer la vidéo, je peux vous dire encore une fois mon avis, c'est que je suis ultra confiant pour la suite des choses, en tout cas sur le long terme. Parce que tous les indicateurs aujourd'hui indiquent vraiment que le Bitcoin est là pour rester, que c'est l'avenir. Donc je vais vous en parler, je vais vous montrer pourquoi je suis de plus en plus convaincu de ce que je vous dis là à travers ces articles, même si bien sûr je peux me tromper, hein, je ne suis pas parfait, je suis pas, là je suis pas à sens infuse, voilà. Donc encore une fois, je répète, hein, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Vous devez faire vos propres recherches. Donc une fois que c'est dit, c'est parti, on continue également, je parlerai des projets crypto comme BitChain notamment, donc Ondo Finance, Plume, tout ce qui est en lien avec le RWA, les paiements transfrontaliers avec XRP notamment, et donc Ripple, et également l'intelligence artificielle à travers tout ce qui est l'aspect de cloud computing, l'allocation en fait de GPU de la part de certains projets comme Aethir, notamment dans le narratif IA. Bon, et ensuite je passerai aux actualités crypto plus générales, également économiques. On voit que là tout est lié en ce moment, et notamment avec l'or qui nous a battu un nouveau record. Enfin bon, on y va, et l'argent également qui a battu un nouveau record. L'argent physique. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner également, et puis c'est parti, on y va. Donc je commence avec le rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot, et regardez-moi ça, une folie, encore une fois, on a fait une semaine, à part le petit vilain canard de jour du 17 septembre 2025, on a eu des flux sortants, et encore légèrement, tous les autres jours sont dans le positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, on a une reprise, une recrudescence des achats massifs et d'injections de capitaux dans les ETF Bitcoin Spot, et on a atteint un nouveau record absolu de capitaux injectés dans les ETF Bitcoin Spot de 57,67 milliards de dollars. Donc, tout simplement, du jamais vu. Donc, si on se pose la question, est-ce que c'est la fin du bull run de crypto? Est-ce que c'est la fin du Bitcoin et tout? Ben non. C'est-à-dire que là, je pense qu'on ne peut même plus, à mon avis, raisonner en termes de cycle bull run ou non, parce qu'on voit que les capitaux qui rentrent dans les ETF continuent d'affluer. Donc nous sommes au minimum encore en bull run. Je ne sais même pas si on peut réellement parler encore de cycle, mais tel qu'on les a connus dans le passé. On aura toujours des cycles financiers, on l'a vu même pour l'or, qui est un actif de valeur refuge, il y a des cycles haussiers et baissiers. Mais est-ce que c'est exactement les mêmes que ce qu'on a connu il y a 4 ans? Je pense que c'est possible que ça puisse avoir, enfin, je pense même que ça a pu changer, en tout cas, au niveau de la durée. Également au niveau de l'intensité. Bon. Donc déjà, première chose, vous voyez, les ETF Bitcoin Spot n'ont pas dit leur dernier mot. Les institutionnels n'ont pas encore dit leur dernier mot, et je pense sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Je passe aux ETF Ethereum cette fois, donc toujours sur le rapport de Farside Investors, et regardez, c'est pareil. Les flux sont entrants, mais les flux, vous notez, sont moins, on va dire, poussés, sont moins violents que sur le Bitcoin. Donc on voit que là, on est à 13,9 milliards de dollars injectés au total sur les ETF Ethereum Spot. C'est aussi un nouveau record. On n'a jamais eu autant de capitaux injectés à ce jour sur les ETF Ethereum, mais par contre, on constate qu'il y a moins d'engouement en ce moment sur les ETF Ethereum Spot que Bitcoin. Donc ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'en fait, on est en train de repasser dans une Bitcoin season. Et donc, je rappelle que dans l'ordre, c'est toujours Bitcoin Season, ensuite la Ethereum Season et ensuite la Altcoin Season. Aujourd'hui, voilà, on est en train de jongler, de switcher entre Bitcoin, Ethereum, Ethereum. Donc, pour l'instant, on n'a pas en fait connu, on le voit bien au niveau même des chiffres mathématiques, au niveau des prix, l'augmentation, etc., de variation, on n'a pas connu de Altcoin Season. Or, c'est caractéristique pour connaître la fin en fait d'un bull run. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on a même configuration que les cycles précédents, qu'on va connaître une méga altcoin season au dernier moment, on va voir, c'est ce que je pense. Mais pour l'instant, en tout cas, on est toujours en train de jongler de la part des institutionnels entre Ethereum et Bitcoin. Et comme par hasard, en fait, tout ce qui est normalisé sous format d'ETF. Donc, quand on aura peut-être les ETF XRP, les ETF Dogecoin, enfin, toutes sortes d'ETF, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura le démarrage d'une altcoin season.
Pourquoi pas entre fin 2025 et début 2026. Allez, je continue. Et là, vous voyez, effectivement, Solana continue d'attirer les capitaux, mais à une moindre mesure en tout cas. Bon, donc tout pour l'instant, en tout cas, à travers les chiffres des ETF uniquement, on voit qu'on est toujours dans une bonne configuration pour la suite des choses sur ce cycle ou super cycle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à l'instant T une bonne chose. Je continue maintenant sur l'aspect un peu macroéconomique, géopolitique sur le Bitcoin. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Bitcoin à 1 million de dollars, point d'interrogation. La troisième mission de la Fed pourrait faire exploser les cryptos. Et oui, une troisième mission, donc en fait, je vous rappelle hein, que les missions, en fait, sont les mandats, tout simplement. Et donc, c'est un troisième mandat, troisième mission évoquée par Stephen Miran pourrait bien favoriser le Bitcoin, le secteur des crypto-monnaies, et donc favoriser des mesures simplement pro-Bitcoin. Voilà, donc à voir, mais moi je reste convaincu que d'ici 2030, hein, très longtemps que je dis sur cette chaîne, qu'on verra un jour le Bitcoin d'ici 2030 à 1 million de dollars. Voilà, parce qu'il est programmé pour ça, et en plus, en parallèle avec la chute des valeurs monnaie fiat du système économique tel qu'on le connaît, c'est évident qu'il va supplanter tout le système, en tout cas que l'écosystème crypto va supplanter toutes les monnaies fiat. Allez, je continue avec cryptost.fr. Cette célèbre banque lance un fonds Bitcoin sécurisé par de l'or. Donc là, la banque Cantor Fitzgerald a lancé son nouveau fonds Bitcoin avec une performance garantie par de l'or. Donc on y est. Voilà, donc vous voyez que plus le temps passe et plus les institutionnels, pendant que le retail, nous, on se pose la question de est-ce que le Bitcoin, ouais, c'est le moment de vendre, machin et tout, eux, ils se posent même pas la question. Et ils mettent en place des services, des éléments pour garantir justement l'accès au Bitcoin, même au point de le garantir par de l'or désormais quand même. On croit rêver. Enfin, voilà, donc on est vraiment plus dans la caractéristique, dans le système, le contexte d'il y a 10 ans où le Bitcoin c'était la bulle de tulipe ou pour les criminels et les bandits. Bon, on est très loin. Ensuite, je continue avec cointribune.com. Donc, Eric Trump prévient les entreprises qui ignorent Bitcoin. Et voilà, donc là, encore une fois, ça rappelle tout à fait en fait le discours et l'effet que quand on a une technologie en fait qui est adoptée par une entreprise, si les autres entreprises ne se mettent pas à cette technologie-là, elles sont au minimum dépassées. Et si elles stagnent, ça arrive quand même à s'en sortir un petit peu, elles finiront tôt ou tard par décliner. C'est un peu ce que dit Eric Trump. Il dit si vous n'avez pas dans le Bitcoin, vous ferez dépasser par vos concurrents qui seront dans le Bitcoin. Ah, c'est l'avenir en fait. Au-delà du Bitcoin, également c'est la blockchain, c'est l'avenir. Bon, allez, je continue. Cryptost.fr, 42% des bitcoins pourraient être illiquides d'ici à 2032, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire illiquide? Ça veut dire tout simplement quelque part sorti de la circulation. Pourquoi? Parce que en parallèle, je montre donc ce graphique. Donc là, c'est le graphique en fait de Glassnode, vous voyez, où c'est tout le supply des bitcoins illiquides en fait, c'est-à-dire non sortis, enfin sortis de la circulation entre guillemets, parce que c'est les long-term holders, comme il dit, c'est-à-dire les détenteurs de Bitcoin sur le long terme, qui ne touchent plus au Bitcoin. Donc ça peut être aussi les Bitcoins perdus, entre guillemets, mais ce qui est bien, c'est que là, on voit que c'est quand même sur le long terme, eh bien, on voit qu'il y a de plus en plus de Bitcoin qui ne bougent plus. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les investisseurs qui vont dans le Bitcoin, ils vont pas pour faire des rendements sur 2-3 jours. Hein. Là, justement, pour les rendements sur 2-3 jours, ils vont sur les altcoins plus risqués, notamment peut-être même Ethereum ou d'autres altcoins moins connus au bataillon. Mais le Bitcoin, c'est plus le cas. Le Bitcoin, on en achète, c'est pour le stocker, pour le garder un peu à l'image de l'or. Si vous achetez de l'or aujourd'hui, c'est pas pour le vendre en 3 jours. Ça sert à rien. Si vous achetez de l'or aujourd'hui, c'est pour le garder sur quelques années et assurer en fait un portefeuille défensif pour votre patrimoine, en fait. Voilà, le Bitcoin est en train de rentrer dans cette catégorie au point que d'ici, donc les prévisions, hein, d'ici 2032, 42% des Bitcoins seraient illiquides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là aussi, le choc en fait de supply ce que ça va engendrer derrière. Pourquoi je vous dis que d'ici 2030, on aura un Bitcoin à 1 million de dollars? C'est que imaginez entre les Bitcoins perdus, les bitcoins raflés en masse par les institutionnels et en plus avec une stratégie de ne plus bouger les bitcoins, de les stocker et basta, plus y toucher, ben, on aura vraiment un actif qui aura toute la recette pour exploser au niveau de l'offre et de la demande en fait. Voilà. Bon, je continue. Donc là, un autre indicateur quand même qui est très intéressant, c'est l'indicateur du
de la différence des prix, d'évolution des prix en fonction du temps entre l'or et le Bitcoin. Et regardez, on voit bien qu'il y a toujours une corrélation, alors plus ou moins forte en fonction du temps. Donc là, par exemple, on voit que l'or, en fait, quand il monte, alors là, on voit que l'or, c'est la courbe en noir. Vous voyez la courbe en noir et le Bitcoin, c'est la courbe en rouge et vert. Vous pouvez voir ici, hein, voilà. Donc on voit qu'en ce moment, l'or est en train de surperformer le Bitcoin. Alors c'est très rare, hein. Vous voyez que là, le Bitcoin, l'or, quand il surperforme Bitcoin, c'est momentané. On voit qu'il est toujours rattrapé derrière par le Bitcoin dans des phases en fait de Bitcoin catch up, comme l'appelle le graphique. Donc logiquement, quand on voit une performance de l'or comme ça, logiquement, le Bitcoin devrait tôt ou tard rattraper. Et donc, on voit que là, l'or a surperformé là, ces dernières semaines. On a dépassé quand même les 100 000 euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le bordel, le kilo 24 carats. C'est du jamais vu, hein. Et surtout à la vitesse à laquelle on y va. Et c'est pas fini. Je vous montrerai après les records, hein, le graphique, comme vous savez. Mais du coup, le Bitcoin, là, qui, on va dire, latéralise, stagne depuis quelques semaines, depuis quelques mois, eh bien, on sait que ça va donner. Il va surperformer l'or. Voilà, parce que l'or, c'est l'actif de valeur refuge par excellence. Quand tout le monde est inquiet, on se réfugie dans l'or. Mais Bitcoin, je fais le lien avec, là, je vous en parlerai après, la baisse des taux de la Fed, hein, de 0,25 points. Eh ben, ça va permettre de débloquer les liquidités pour aller vers des actifs plus à risque, rassurer aussi les investisseurs. Donc, on a toutes les planètes là qui sont alignées pour avoir une configuration où les actifs vont se déverser petit à petit dans le Bitcoin aussi. Donc, on va avoir un moment où effectivement, on aura le Bitcoin qui va rattraper en fait les cours de l'or en termes d'augmentation des prix. C'est évident. Voilà. Allez, je continue. Donc, ça pour vous dire aussi au niveau macroéconomique, géopolitique, un peu l'aspect de valeur utile et de nécessité même d'investir dans le Bitcoin, c'est qu'on a carrément, ça y est, une plateforme de exchange crypto, hein, donc polonaise, donc Varsovie, hein, une Varsovie, voilà, polonaise, qui a lancé son premier ETF Bitcoin. Donc là, on avait les ETF Bitcoin, je rappelle, monopolisés largement par les Américains, avec tous les fonds enfin, de gestion, hein, gestion d'actifs, donc BlackRock, Fidelity, etc., américains. Et maintenant, on a aussi des plateformes, notamment européennes, qui commencent à s'y mettre, des gestionnaires d'actifs qui commencent à s'y mettre sur le Bitcoin. Voilà, donc la boule de neige ne fait que grossir. On est vraiment qu'au début, là. On ne se rend pas compte, en fait. Et donc, qui me fait dire que c'est loin d'être fini, c'est aussi toujours la TVL, hein, la fameuse TVL, j'en parle depuis quelques semaines, notamment du Bitcoin. Et regardez-moi, cette TVL, elle continue de grossir. Elle continue d'aller vers le haut à des niveaux records jamais atteints. Donc, tout est aligné en fait pour dire que moi, quand je vois ça, je me dis, bah non, le Bitcoin est destiné encore à monter. On n'a pas encore tout vu sur ce bull run, sur le Bitcoin. Et donc, largement pas sur Ethereum, sur les altcoins, etc. Parce que quand on sait très bien que quand le Bitcoin aura fini de faire son cycle haussier, si c'est toujours, encore une fois, hein, je dis si, c'est toujours la configuration parallèle à ce qu'on connaît avec les cycles passés, eh bien, on est loin d'avoir tout fini. Mais encore une fois, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait vraiment, je pense on n'est plus la même configuration qu'avant, on est même sur des super cycles avec l'arrivée des institutionnels, etc. Bon, allez, je continue. Maintenant, j'ai passé à VeChain, mais vous avez compris, moi je suis ultra bullish encore sur le Bitcoin. Quand je vois tous ces éléments, c'est évident. Donc maintenant, VeChain, donc là aussi, il y a des nouvelles très intéressantes. Donc ils ont sorti, ça y est, leur white paper 2.0, mais cette fois pour la plateforme VBetterDAO. Et donc, qu'est-ce qu'il dit en gros ce white paper? Il fait vraiment le parallèle entre la plateforme VBetterDAO et le token B3TR en lien avec l'intelligence artificielle. Donc là, VeChain, alors, je sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'ils sont en train vraiment, et pour moi c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ça dépend de l'équipe en fait. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent maintenant à un pan quand même narratif IA, vous voyez, donc ils visent le AI, Native Society. Voilà. Pour tout ce qui est en fait, la prochaine ère de tout ce qui est la coordination digitale, où les humains et les agents d'intelligence artificielle pourront travailler ensemble pour améliorer donc la transparence, l'efficacité et l'économie entre guillemets. Et je rappelle que les agents autonomes,
aujourd'hui, ce que vous savez, c'est Petch.ai, c'est Bitsensor avec TAO, etc. Donc là, BitChain s'attaque quand même à deux narratifs ultra puissants. Donc le narratif RW avec la tokenisation des actions du monde réel, c'est le seul à le faire et je trouve ça très réussi en tout cas pour le moment. Maintenant, ils s'attaquent à l'IA. Donc est-ce que ils arrivent à le faire, ils ont vraiment une vision et vraiment ils vont tout déchirer, ça peut être un des projets du top 10 de l'avenir, clairement. Parce que si on combine le RWA avec l'IA, bah là c'est terminé, ils ont plié le game. Soit ils sont en train de s'éparpiller. Voilà. Donc là c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas c'est bon signe. Et c'est vrai qu'ils avaient lâché quelques petites infos comme quoi ils voulaient se diriger vers l'IA quand ils avaient lancé leur NFT avec le petit robot, vous savez, qu'on voit sur le NFT là. Donc, je pense que s'ils ont vraiment une vision, et après, moi, je suis confiant quand même sur l'équipe parce qu'on voit qu'ils ont envoyé du pâté là pendant 2 3 ans, et ils continuent d'envoyer du pâté, et bien vraiment, VeChain a tout pour exploser, quoi. Littéralement. Donc, je continue, hein. À part le white paper 2.0, maintenant, je passe à tout ce qui est les aspects de statistiques. Pourquoi j'y crois encore beaucoup à VeChain? Eh bien, c'est que voilà, vous avez quand même des 12 941 000 nouvelles adresses. Alors, on voit que là, on a une petite baisse. Mais je pense qu'avec le nouveau hackathon qui va débuter d'ailleurs cette semaine, et les nouveaux développeurs, les nouveaux projets qui vont sortir après derrière grâce à ce hackathon, vous savez, sur la plateforme VBTRDAO, eh bien on aura de nouveau, vous verrez, je pense, un engouement phénoménal sur le nombre de nouvelles adresses en 24 heures. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, on voit que VeChain continue d'attirer du monde sur la plateforme VBTRDAO et tout ça parce qu'en fait, c'est surtout les tokens VTHO et B3TR qui favorisent l'adoption. Vous voyez, on a 2 364 000 holders sur le B3TR et 4 514 000 sur le VTHO. Le VeChain, lui, reste encore à la traîne. Donc, on est loin d'être encore optimal là, sur VeChain. Donc, il faut attendre vraiment la mise à jour. Là, je pense, la dernière Galactica ou Inter, je sais plus comment ça s'appelle, la dernière Interstellar. Là. Bref, donc, qui sortira en début 2026. Bon. Maintenant, j'ai passé donc à Stargate. On voit qu'on est toujours à 6,3 milliards de tokens stakés VeChain hein, sur la plateforme. Donc c'est énorme. Et tout ça fait que bah, forcément, là je vous présente la TVL, et bien elle a augmenté. Et encore là, elle a baissé. C'est-à-dire, vous voyez, on a moins 2,61% sur 24 heures. Mais donc on a 6,76 millions de dollars de TVL bloqués sur VeChain. La semaine dernière, souvenez-vous, nous étions dans les 6,2, 6,3 millions de dollars. Et on est monté à un plus haut de 7, on a dépassé les 7 millions de dollars de TVL là cette semaine. Donc c'est quand même pas mal, en sachant que le projet Stargate, le protocole a fait un plus 14% sur un mois. Et là on voit qu'on a 153,69 millions de dollars injectés là-dedans. Donc, globalement, la TVL de VeChain continue de grossir. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est très positif. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué pour l'avenir d'un projet. Et donc, si en plus, on commence à rajouter l'IA, alors là, ça va être le bordel avec les agents autonomes et tout. Ah, si c'est bien fait, ils pulvérisent tout, quoi. Donc, je pense on n'est pas au bout de nos surprises pour ce projet pour VeChain. Et la semaine prochaine, je vous détaillerai vraiment le white paper 2.0, qu'est-ce que c'est, quels sont les éléments qu'ils envisagent en détail. Là, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vraiment faire le topo, si ce n'est que c'est positif. En fait, si c'est bien géré. Mais comme l'équipe est quand même balèze, on le voit bien, ils arrivent vraiment à... Un VeChain, c'est un des rares projets où quand ils disent quelque chose et quand ils programment quelque chose, ils le font réellement derrière et ça se passe bien. Voilà, c'est ça qui est positif avec ce projet. C'est pour ça que j'ai dit l'équipe, le projet quand même est solide parce que dans la gestion de projet est bien placé dans ce domaine-là. Enfin, pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai une formation d'ingénieur justement et j'ai fait chef de projet. Je suis encore chef de projet d'ailleurs. Donc, tu sais quoi, c'est plutôt dur de respecter toujours les deadlines, encore plus dans l'informatique. Voilà. Donc, chapeau à eux là-dessus. Vraiment, c'est vraiment positif pour moi en tout cas sur ce projet. Donc maintenant, j'ai passé à Ondo Finance, le XRP, l'aspect RWA plutôt financier, clairement. Et donc, je commence avec le nouveau partenariat entre Ondo Finance et la blockchain Stellar. Donc, on voit que vraiment, le monde est petit, en fait, hein, et tout ce beau monde commence à créer quelque part une société interconnectée hein, du Web 3.0.
Voilà, donc déjà première chose, Ondo Finance est vraiment en train de tout défoncer sur son passage avec les partenariats toujours aussi solides, autant les uns que les autres. Donc là, je vous montre, j'en profite, la Global Market. Donc le Global Market, je rappelle, c'est sorti début septembre. Et c'est donc, vous voyez, propriété de Ondo Finance. Et regardez, vous voyez bien, parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble vraiment la tokenisation d'actifs. Et bien, c'est ça. Et vous avez des tokens, donc des cryptos en fait, mais là, vous avez en fait comment ça s'appelle, les actifs, en fait, par exemple, de la bourse, hein, de Wall Street, qui sont tokenisés. Donc là, on retrouve les jetons, les actifs de Nvidia, INTC, Udon, donc ça c'est Robinhood, par exemple, la célèbre plateforme, vous avez Apple, vous avez Quantum, vous avez Amazon, Tesla, voilà. Et donc c'est Tesla On, vous voyez pourquoi? Parce que en fait c'est pas l'actif Tesla réellement comme vous le savez sur Wall Street, c'est l'actif tokenisé d'actifs boursiers Tesla, etc. Donc j'en trouve un autre nom pour pas que ce soit la même chose. Mais c'est vraiment quand vous achetez en fait ces actifs-là, vous achetez en fait, vous êtes propriétaire d'actifs quand même des entreprises sur lesquelles vous avez acheté ces tokens. Et avec tous les avantages que ça représente au niveau du Web3, c'est-à-dire vous payez des frais de gaz beaucoup moins chers, vos actifs, vous pouvez les acheter, les vendre à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de l'année, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, vous n'avez pas les limites des brokers et les limites des banques là-dessus. Voilà pourquoi c'est en train de tout pulvériser sur son passage Ondo Finance et donc tout cela se retranscrit forcément sur la TVL. Puis regardez, vous avez une TVL de Ondo qui continue d'exploser. Alors que les métriques sont folles. Regardez, en 2 ans, Ondo Finance a tout pulvérisé sur son passage. Et ça continue. Vous voyez? Donc ça, c'est un projet pour moi. Quand on voit une TVL comme ça, avec un cours, donc je vous propose de regarder les cours sur là, les 6 derniers mois de Ondo, dans la crypto-monnaie Ondo, les prix n'ont pas vraiment bougé. C'est qu'une question de temps, le pari, hein, avant que ça explose, quand je vois une TVL comme ça et quand je vois la puissance du projet derrière et les nouveaux partenariats qui s'enchaînent toutes les semaines. Bon, allez, je continue toujours sur l'aspect de RWA. Cette fois, je passe à Plume. Donc Plume, pareil, super projet, très positif là-dessus. Puisque là, ils ont annoncé un nouveau partenariat avec donc Centrifuge, mais pas que, il y a également donc Grove et Apollo, avec un fonds en fait déployé de 50 millions de dollars de capital de la part de Grove Finance. Voilà, donc on voit que Plume continue également d'enchaîner les partenariats avec notamment dans Centrifuge, c'est un autre projet crypto. Alors, je peux en parler, on a tellement qui sont bien sur le RWA. Et ils ont également en fait eu le déploiement d'un layer 3 qui s'appelle Nightfall sur leur écosystème. Donc on voit que leur écosystème continue en fait vraiment de grossir pour Plume et c'est très positif pour la suite des choses. Morpho qui est très connu également, donc là je vais vous présenter la nouvelle, comme vous voyez Morpho. Donc Morpho simplement c'est un écosystème c'est une blockchain il me semble. Moi je suis pas, c'est pas un projet sur lequel j'ai encore trop misé, mais voilà. Vous voyez la TVL là également en train d'exploser. Et ça, c'est la TVL, pas de Plume, c'est la TVL en fait de Morpho, le projet Morpho, sur l'écosystème de Plume Network. Donc en fait, c'est tous les dépôts totaux, si vous voulez, sur le réseau Plume Network sont en train d'exploser. Voilà. Donc on voit que tout part à la hausse là. Le système il est en train d'exploser. Donc là, je continue, hein, toujours, regardez. Donc ça, je suis sur le rwa.xyz. Donc RWA Holder, on a 202 801. Donc toujours, on a plus 5% sur 30 jours. Donc toutes les métriques quasiment sont dans le vert, à part donc les transferts en termes de volume sur 30 jours et la valeur du RWA sur 30 jours également. Donc vous voyez que là, il se passe vraiment quelque chose sur ce projet. Après, il y a des hauts, des bas, hein, bien évidemment. Vous voyez, là, ça a baissé, mais c'est vite reparti à la hausse. Pour là, ça commence à rechuter un petit peu. Mais en tout cas, on voit qu'en termes de nombre de holders, ça continue de grossir bien plus que sur les autres projets du RWA, même Ethereum. Quand même assez phénoménal ce qui se passe. Et donc là, ben, forcément, je ne peux pas ne pas vous montrer
la TVL de Plume. Donc là, on voit que ça rebaisse un peu, mais ça reste vraiment très propre sur les plateaux hauts là, ATH, hein, sur la TVL de Plume. Donc là aussi, on n'a pas fini de voir les évolutions, je pense, en termes de prix, en termes même d'écosystème, etc. sur ce projet. Allez, je passe au XRP à Ripple. Vous voyez quand même que pour l'instant, tout est dans le vert sur le narratif RWA. Donc là, pareil, hein, on a la nouvelle de Ripple qui a annoncé tout simplement en fait un partenariat tranquillement avec DBS et Franklin Templeton. Donc tout cela à travers donc la Deutsche Bank, alors non, la DBS Bank, pardon, et FTI Global. Donc on voit que là, la Ripple est en train vraiment de tout exploser de son passage. Tout ça en faveur hein, du RLUSD, donc le stablecoin, qui favorise également derrière les échanges sur fond d'écosystème liés au XRP. Alors tout là est très positif. Je continue avec toujours XRP Ripple, là un article de journalducoin.com. Donc crypto, les ETF XRP et Dogecoin approuvés par la SEC. Bon. Donc il y a actuellement plus de 90 demandes de produits négociés en bourse crypto qui attendent une réponse sur le bureau des équipes de Paul Atkins, donc le nouveau directeur de la SEC. Donc de nombreux jetons sont concernés par ces dossiers, mais pour certains d'entre eux, le dénouement est proche avec XRP et Doge qui doivent être cotés cette semaine. Voilà. Donc ben, on va voir. On va voir ce que ça donne par la suite, mais bien évidemment, si c'est approuvé, eh ben, je ne vous imagine pas que ça va être le bordel. Donc, le bordel. Forcément, les capitaux là vont avoir les institutionnels n'attendent que ça pour avoir le feu vert pour investir en fait dans le XRP ou même dans Dogecoin. Alors Dogecoin, j'y crois un peu moins parce que c'est le même coin, mais XRP c'est le projet utile par excellence qui fait concurrence au réseau Swift bancaire. Donc vous voyez, on voit bien que les choses avancent quand même. Donc là, vous voyez, j'ai l'article de journalducoin.com qui fait référence à l'article de Ripple tout à l'heure. Donc Ripple, Franklin Templeton et DBS s'associent pour tokeniser des fonds monétaires sur le XRP Ledger. RWA en puissance 10 000. Allez, je continue. Maintenant, je passe à l'IA. Comme la semaine dernière, c'est un peu le même programme. En ce moment, avec Aitir, notamment un beau projet qui a bien explosé là, en termes d'utilité, mais également en termes de rendement hein, sur la crypto-monnaie, puisque la crypto ATH a explosé. Et puis, c'est pas étonnant quand on voit des projets comme ça qui s'associent maintenant avec d'autres super projets en puissance, notamment comme Chainlink. Donc là, partenariat entre Chainlink, gros poids lourd, et Aitir. Donc c'est pas rien quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que voit que là, la Aitir Forge, en fait, ils ont créé avec d'autres projets hein, une industrie de l'IA, c'est une alliance du Web3 sur l'intelligence artificielle en lien avec le RWA. Pourquoi? Parce qu'on retrouve, et je n'avais même pas vu, je n'avais même pas capté, qu'il y a également Plume dedans. Donc il y a Chainlink, il y a Plume, il y a d'autres projets très solides, notamment il y a Oasis. Donc, Oasis, je rappelle, projet IA, Polyhedra, moi je ne connais pas, Alpha Neural, voilà. En tout cas, il y a des choses que vous connaissez. En tout cas, moi, la majorité, je ne les connais même pas là-dedans. Bien sûr, il y a Theta, ça oui, c'est un très beau projet. Mais en tout cas, vous retrouvez bah, Plume quand même, Chainlink, Theta, IoTex aussi qui est pas mal. Et voilà. Donc c'est quand même une alliance qui compte pas pour du beurre là-dedans. Allez, je continue toujours sur Aitir. Donc là, j'ai un tweet de Aitir directement qui fait justement qui met le doigt sur un fait actuel. Effectivement, c'est que la demande en fait en global de GPU au niveau mondial est en train d'exploser, ok, mais seulement en fait 15 à 30% en fait des clouds centralisés sont réellement utilisés. Donc ça veut dire que aujourd'hui il y a un énorme marché là-dessus qui est en train de se démocratiser entre guillemets et on est au tout début en fait du cloud computing simplement. Et donc il déclare effectivement que l'aspect de GPU décentralisé de IoT au niveau du cloud permettrait de maximiser cette utilisation et de tourner en fait tout ce qui est les GPU inutilisés en une source de revenus supplémentaires pour les streaming, etc. Voilà. Donc, on est au tout début, finalement, dans le narratif IA, où on a de plus en plus besoin de force de calcul, de puissance de frappe, en fait, au niveau des logiciels, des algorithmes, etc. Et donc des puissances de calcul avec les serveurs, etc., comme offre Aitir. Et bien, en plus, à une démocratisation de tout ce qui est la centralisation, en fait, de ce système de cloud computing.
Et donc iShare est parfaitement positionné là-dessus. Et donc maintenant, je vais faire un petit peu un dézoom, montrer un petit peu la puissance de ce projet. C'est qu'aujourd'hui, alors rien à voir avec iShare, mais après pour faire la comparaison, c'est important. Par exemple, Hyperliquid, Ethereum, Solana, Tron, BNB et Bitcoin sont le top, en fait, 6 des meilleures blockchains au niveau mondial pour tout ce qui est le revenu au niveau des frais de transaction. Ok, et donc là-dessus, c'est Hyperliquid qui est largement en tête, vous voyez, et qui pulvérise même Ethereum derrière. Et donc, quand on fait maintenant le parallèle, regardez un peu ça avec iTier. Donc, quand on voit par exemple les revenus, on voit que eh bien, Hyperliquid doit générer en fait un FDV de 56,36 milliards quelque part de transactions pour un bénéfice de 1,249 milliards de dollars au niveau annuel. Donc, ce qu'on appelle le USDB, donc Annualized IRR, c'est le revenu annuel. Donc, par comparaison, on a Pump Fun qui est hyper connu et qui d'ailleurs fait polémique pour d'autres sujets, et puis que moi je vous dis surtout n'allez pas sur cette machine à casino en fait. Voilà, c'est littéralement du casino, Pump Fun, mais pourquoi pas. Eh bien, eux, ils font 7,6 milliards de transactions, etc., tout confondu, et génèrent 0,56 milliards, c'est-à-dire 56 millions, 565 millions de dollars au niveau annuel. Et enfin, vous avez iTier avec 2,27 milliards en fait, dollars de quelque part de chiffre d'affaires, et bien, qui génère un revenu de 156 millions de dollars au niveau annuel. Donc ça veut dire que ici, bah, la force de frappe de iTier, elle est colossale. En fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, en fait, on est quasiment au même niveau entre iTier et PumpFun en termes de revenus bénéfices. Là, c'est du bénéfice en fait au niveau annuel. Car le chiffre d'affaires est de 2,27 milliards, mais le bénéfice de iTier est 0,156 milliards. Donc vous voyez que par rapport à Hyperliquid, bah, en fait, on n'est pas si loin que ça derrière, quoi. C'est-à-dire quand on voit qu'ils doivent générer 56,36 milliards de volume quelque part pour générer un bénéfice de 1,24 milliard, c'est hallucinant. Donc le rapport là de iShare, la marge de croissance absolument phénoménale, en fait. Voilà, donc là on est sur une grosse pépite. iShare c'est une grosse pépite dans le narratif IA, clairement. Et donc là où maintenant j'ai passé au RWA en général, hein, donc je repasse, hop, du côté RWA, les tokenisation d'actifs, et regardez-moi ça. Donc là j'ai un tweet de Moneyradar Crypto, regardez, et donc là on a tout ce qui est les Pokémon tokenisés. Et regardez, on n'a jamais atteint un aussi haut niveau de revenus pour tout ce qui est la tokenisation des cartes Pokémon. Donc on voit bien que je parlais avec je sais plus qui là, de la tokenisation des actifs du monde réel. Donc notamment des cartes Pokémon, on regardait avec des billes comme ça. Mais en fait, le principe, c'est quoi? Bah, c'est écrit ici par Monirada. Vos vraies cartes Pokémon sont stockées dans des coffres forts sécurisés, donc Brinks, PWCC, etc. Chaque carte devient un NFT, donc un certificat numérique de propriété, et donc vous pouvez échanger ce NFT instantanément avec n'importe qui dans le monde sur la blockchain. Si vous voulez, vous brûlez le NFT et récupérez votre vraie carte par courrier. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc les avantages sont vraiment là, donc frais réduits 2 à 4% contre 13% sur eBay. Authentification garantie par PSA BGS, pas de risque d'envoi postaux, liquidité immédiate, possibilité de fractionnement pour les cartes rares, etc. Parce que effectivement, quand vous avez une carte Dracofeu qui a 10 000 balles, la carte en PCA 10, la toute première Dracofeu Holo, là, eh bien, qui a envie de mettre 10 000 dollars dans une carte? Donc là, il y a des possibilités de fractionnement grâce au NFT. Et vous voyez que ça part en vrille. Et ça, c'est l'aspect digital. Donc là, on est aussi sur un marché où tout ce qui est la tokenisation des objets réels est ultra utile. Et là, on a commencé avec en fait l'immobilier. Maintenant, on parle de cartes Pokémon, mais en fait, tout est transposable dans cet aspect-là au niveau de la collection, même de l'art, etc. Voilà. Et VeChain, pour revenir à VeChain, sont très bien positionnés là-dessus. Donc, carrément une plateforme, VWorld, enfin World of V plutôt, je crois, où il y a justement des articles comme ça qui sont tokenisés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'avenir. On est vraiment sur quelque chose qui est très utile au final, avec des avantages, notamment financiers, mais également logistiques, tout simplement. Donc, on est là c'est cela pour rester là.
Allez, je continue. Donc, cette fois, je passe aux actualités crypto générales en lien avec le RWA. Donc là, j'ai cryptost.fr. Circle fait face à une concurrence intense de Tether, Hyperliquid et des fintech rivales. Donc, vous voyez que Hyperliquid, je vous en parlais, hein, montré, c'est pas rien quand même. Et pourtant, vous avez Aetir qui est pas loin derrière en termes de revenus bénéfices au final quand on constate les chiffres d'affaires, etc. Donc, les développements réglementaires en cours aux États-Unis ont rapidement positionné la société Circle comme le champion réglementaire du secteur des stablecoins, un statut convoité qui expose actuellement à une compétition intense de la part de ses principaux rivaux. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le marché, vraiment la guerre commerciale en train de se faire sur le Web 3.0, c'est justement les stablecoins, le RWA, l'IA. Simplement. Allez, je continue. Donc, Cointelegraph France, des banques suisses réalisent le premier paiement légal sur la blockchain. UBS, Signum Bank et Post Finance ont mené une étude démontrant l'efficacité de la blockchain pour les dépôts bancaires et les infrastructures de paiement institutionnels. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer tout ça? Bon, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même. Allez, je continue. Et là, en parallèle, donc là, leséchos.fr, Wall Street mise sur le retour des baisses de taux pour prolonger la Fed. Et effectivement, on a bien eu une baisse de taux, puisqu'on a eu l'annonce de la Fed avec 0,25% de baisse des taux sur septembre. Et on aura en plus, je crois, deux autres baisses des taux prévues d'ici 2026, début 2026. Bon. Et en parallèle, nous, la France, donc la tribune.fr, le département de l'Hérault au bord de la rupture budgétaire, un rapport de la Chambre régionale des comptes écrit les finances du département de l'Hérault qui, d'une zone à risque, ont basculé dans le rouge. Voilà. Donc on voit bien que le problème majeur aujourd'hui des États au niveau mondial, c'est pas les impôts, c'est juste les dépenses en fait des États. Au lieu de faire n'importe quoi avec les budgets, ils dépensent moins et on verra que s'en sortira mieux. En tout cas, en France, c'est clair. Bon, donc on voit vraiment il y a vraiment un problème avec l'économie actuelle traditionnelle, tout simplement parce qu'elle est gérée par des incompétents. Hein. Je veux dire, au minimum, au mieux, des incompétents. Allez, je continue. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a atteint un nouveau record pour l'or. Vous voyez, regardez. Regardez-moi cette folie. Cette semaine, l'or a de nouveau rebattu un record. 100,97 € le kilogramme, 24 carats. Et il était bien parti pour continuer. Donc là, on verra ce que ça donne demain, parce qu'on a eu, il a été coupé dans son élan là avec le week-end. Mais je ne serais pas étonné que demain, on reprenne le chemin vers des cours encore plus hauts. Voilà. Donc c'est intéressant ce qui se passe, et surtout l'or en train de nous dire qu'il s'inquiète justement de la conjoncture géopolitique mondiale, peut-être d'une troisième guerre mondiale, notamment avec la Russie, l'Ukraine, on ne sait pas où ça en est, donc enfin bref. Très compliqué, mais surtout le contexte économique, avec notamment la France, l'Europe, les États-Unis avec les tarifs douaniers. Enfin, il y a plein de choses quand même qui nous préviennent. C'est des indicateurs, ça c'est des indicateurs, quand l'or explose comme ça, que les investisseurs sont très inquiets et qu'il donc faut protéger son épargne parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qui peut nous tomber dessus à l'avenir. Voilà. Donc, les amis, surtout n'hésitez pas à diversifier votre patrimoine. Donc, je rappelle que je suis pas un conseiller financier. Faites vos propres recherches. Je vous dis personnellement ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, il y a l'or, il y a l'argent physique. Donc, comme ça, vous avez un portefeuille un peu défensif, donc 20-30%. Ensuite, il y a la crypto-monnaie avec le Bitcoin, notamment fer de lance, bien évidemment, un peu l'or numérique. Les crypto-monnaies en lien avec l'IA, le RWA pour vous diversifiez également là-dedans. Il y a le franc suisse également, donc le CHF, comme ça vous exposez à une monnaie fiat, mais qui est hors Europe et qui est la plus solide au niveau mondial, même devant le dollar. Donc, quitte à vouloir mettre des fonds dans des banques, mettez-le en franc suisse. Je pense que c'est pas déconnant, ou alors dans des banques Singapour, Hong Kong, tout ça. En tout cas à l'étranger, tout en restant à l'égalité, bien évidemment, tout en restant à l'égalité, c'est-à-dire en déclarant vos comptes à l'État, au fisc, etc. Mais vous sortez du bordel français, quoi, et européen. Je ne peux pas vous dire mieux. Et après, vous restez aussi en euros pour payer les factures, quoi. Voilà. Pas vous dire mieux, en tout cas, là-dessus. Et puis sinon, bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, à vous abonner. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise, ciao.